Bonjour à tous. Donc, je rappelle ce que vient de vous dire Philippe. Il faut vraiment cliquer sur le PowerPoint qui est juste en dessous pour que vous puissiez le voir en grand et qu'on puisse partager. Je me présente, Arik Penet, je suis le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine et je vous propose de balayer un peu l'historique de notre société et ce qu'on fait, ce qu'on sait faire et ce sur quoi on peut vous emmener ou en tout cas emmener vos clients quand vous en avez besoin. Alors, Histoire et Patrimoine. Histoire et Patrimoine, c'est une filiale à 100% du groupe Altarea Cogedim. D'ailleurs, pour reprendre les éléments d'information qu'on a vus aujourd'hui, je suis aujourd'hui au siège de Altarea Cogedim, au 87 rue Richelieu. Donc, pour vous dire qu'on est pleinement intégré au groupe et que nous sommes disposés, bien sûr, à recevoir tous ceux qui voudront visiter l'ensemble du siège. Donc, vous voyez en haut à droite que le groupe Altarea aujourd'hui, c'est plusieurs marques, bien sûr, Cogedim que vous connaissez, Altarea pour les commerces, Pitch, Woodeum aussi, Severini, Cogedim Club pour les résidences gérées, et enfin Histoire et Patrimoine. Donc nous, on a une histoire propre puisqu'on a un groupe qui a plus de 30 ans d'expérience, mais on est donc depuis 2013 rattaché à Altarea et depuis 2018 de plein exercice filiale à 100%. Le groupe, c'est aujourd'hui plus de 170 salariés, 32 millions d'euros de capitaux propres, 600 logements développés en 2019 et une promesse à 1000 logements à 1000 lots pour 2021. Donc, une volonté toujours de continuer à proposer des nouveaux programmes, essentiellement sur des fiscalités que je vais vous développer un petit peu après. On est donc au siège de Cogedim, au 87 rue Richelieu. Histoire et Patrimoine, c'est une chaîne complète où on va du développement, Histoire et Patrimoine développement, Histoire et Patrimoine partenariat, donc c'est la société que j'ai l'honneur de présider qui s'occupe des relations avec les partenaires. Histoire et Patrimoine rénovation, c'est la société qui elle-même conçoit et réalise les travaux. Et enfin, Histoire et Patrimoine gestion, c'est la société qui va s'occuper de la mise en location et du syndic de copropriété. En plus de nos expertises de recherche, de développement, nous proposons une assistance fiscale et juridique pour les clients qui éventuellement auraient des questions de la part de l'administration fiscale. C'est un élément important sur lequel il faut insister parce que souvent, les clients ont peur de rester tout seuls ou éventuellement d'être sujets à un contrôle. C'est tout de suite nous qu'il faut nous prévenir en cas de besoin pour qu'on puisse répondre et on puisse assister les clients dans des démarches juridiques ou des questionnements qui pourraient leur arriver. Vous parlez un peu de notre métier. Notre métier, c'est la réhabilitation de l'immobilier ancien, surtout sur des monuments ou des bâtiments avec une forte empreinte historique ou un fort cachet. On est sur l'immobilier ancien depuis plus de 30 ans et soit dans le cadre de monuments historiques, soit dans le cadre de la loi Malraux, soit dans le cadre du déficit foncier ou éventuellement un mixte quand on est dessus. Donc, vous parlez un peu de l'immobilier ancien. Pourquoi on achète de l'ancien? L'envie d'être propriétaire, il est croissant, des métropoles de plus en plus dynamiques et une envie d'aller chercher une acquisition et un rendement avec la pierre, mais ça, vous le connaissez mieux que nous. Sur l'immobilier réhabilité, donc le principe, c'est qu'on prend un immobilier. Alors, quand il est classé, on travaille avec les ABF, la DRAC, pour remettre l'immobilier tel qu'il était en l'état, donc le patrimoine est préservé. Donc, généralement, quand on est sur un immobilier ancien, il y a tout le cachet et on parle d'immobilier de caractère. Nous, on aime bien, surtout quand on apprécie le neuf, on est nous-mêmes filiale d'une société qui fait du neuf. Mais c'est vrai que la question qui peut être, mais qu'est-ce que sera mon immobilier dans 30 ans, 40 ans? Nous, la question, c'est, voilà, vous voyez, tel que l'immobilier était il y a 200 ans, et nous, on vous propose de remettre aux normes, c'est-à-dire de réhabiliter le logement complètement, de permettre à une exploitation, en tout cas une utilisation qui soit celle actuelle, et d'avoir tout le cachet et l'historique de l'immobilier. Donc, sur la réhabilitation, donc on utilise des dispositifs fiscaux qui sont la loi Malraux. On va rentrer un peu dans le détail de la loi Malraux, le déficit foncier, le monument historique. Le principe, c'est que c'est toujours des immeubles qui sont déjà construits et sur lesquels nous, on va faire des travaux de réhabilitation
en accord ou en supplément de ce que peuvent nous demander les architectes des bâtiments de France. Alors, on va agir sur plusieurs leviers, les leviers fiscaux, donc que je vais essayer de vous détailler. Le principal, quand on va parler de levier fiscal, ça va être la réduction d'impôt. Et la réduction d'impôt, c'est ce que vous pouvez connaître dans le Pinel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va agir sur le bas de page. En fait, là, on va peu s'intéresser à la tranche d'imposition du client, mais surtout au montant de l'impôt qu'il aura réglé et comment diminuer ce montant de l'impôt. Le principe de la loi Malraux, donc ça peut s'apparenter à du Pinel, mais pour nous, on appelle ça du super Pinel. Il faut que le logement ou l'immeuble soit dans un secteur, dans un site remarquable et dans un secteur qui va permettre que le bâtiment puisse être adhéré à la loi Malraux. Donc, c'est des secteurs sauvegardés, donc on parle de PSMV. Et le principe de la loi Malraux, c'est d'arriver à une réduction d'impôt donc de 30% du montant des travaux. On va prendre quelques exemples pour que ce soit plus important, que ce soit plus facile à comprendre. Donc, une réduction d'impôt, si un excédent il est reportable pendant 3 ans, obligation apparentée un peu à du Pinel de location pendant 9 ans, pas de possibilité de louer un ascendant ou un descendant. Le plafond global, c'est 400 000 € de travaux sur 4 ans, toute opération confondue. Et surtout, l'avantage qui est décisif quand on fait de l'investissement en Malraux, c'est qu'on est en dehors du plafonnement de l'année fiscale. Donc, en synthèse, on est sur un produit qui est en cœur de ville. Un PSMV, c'est vraiment de la cœur de ville. Sur un immeuble qui est remarquable, qui va donner une réduction d'impôt de 30% sur le montant des travaux, et tout ça en dehors des niches fiscales. Donc, pour vous donner un exemple de loi Malraux, donc on a pris une acquisition de 250 000 €, dont 150 000 € de travaux. Pour vous donner aussi quelques exemples sur ce qu'on a sorti cette année, on avait un programme sur Lille, en cœur de ville de Lille, avec 85% de travaux. Donc là, alors je vous en parle, on a 90% du programme qui est réservé. Il reste encore quelques lots qui sont disponibles sur notre site ou à disposition éventuellement pour que nos commerciaux vous les présentent. Mais sur un programme classique, donc on va être sur une répartition à 70-30. Le client va donc faire une acquisition pour 250 000 €, donc 100 000 € de foncier, 150 000 € de travaux. Je vous rappelle que dans le cadre de la loi Malraux, la réduction d'impôt ne porte que sur la partie travaux. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On va partir sur 3 années de travaux avec un appel de fonds de 50 000 € la première année, 50 000, 50 000. Et donc la réduction d'impôt va être amenée à 30% des 50 000 €, 15 000 € annuels qui va être versé. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du Pinel, contrairement au Pinel où il faut attendre la livraison du bien, en Malraux, l'avantage fiscal est tout de suite immédiat et avec un effet bœuf. Sur du Pinel, vous avez un avantage fiscal qui peut s'apparenter à ces montants-là. La seule chose, c'est qu'il est dilué sur les 9 ans, alors que sur la loi Malraux, c'est vraiment l'impact fiscal tout de suite sur 3 années. Donc, on va dire que quelqu'un qui a des revenus, idéalement des revenus similaires sur 3 années, va connaître tout de suite un impact fiscal sans attendre la livraison du bien. Donc, concrètement, ça veut dire que son investissement de 250 000 € déduit de l'effet fiscal va lui revenir à 205 000 €. Donc, ça va vraiment être dirigé pour des clients qui vont avoir une imposition de plus de 10 000 € et une tranche d'impôt de plus de 30%. Ça, c'est pour la loi Malraux. Donc, ça fait partie des produits qu'on a à disposition, qui sont disponibles là aussi sur le site Altarea Partenaires, donc directement à disposition. On a aussi des produits qui vont agir sur le revenu imposable. Donc, contrairement à la réduction d'impôt qui apparaissait en bas de page, la déduction à revenu imposable, c'est un mécanisme qui va permettre de diminuer le revenu en haute déclaration pour venir impacter l'imposition en bas. Donc, sur le déficit foncier, donc le principe du droit commun, c'est que le déficit foncier, on a une comptabilité à part, on va déclarer ses revenus d'activité, ses revenus du patrimoine, et sur ces revenus du patrimoine, on a une case sur les revenus fonciers. Le principe, c'est que tous les revenus fonciers vont se confondre, et donc on va pouvoir générer un déficit sur les autres revenus. Donc le principe, c'est d'avoir des travaux qui vont venir en déduction des revenus. Donc le principe, c'est que 100% des travaux sont déductibles au titre des revenus fonciers. Je parle du cas général, on rentrera en quelques cas particuliers. La limite, c'est 10 700 € qui peuvent se reporter sur les autres revenus. On verra comment aller au-delà de ces 10 700 €, notamment dans le cadre du monument historique. La possibilité de reporter le déficit foncier non utilisé, donc une fois qu'on a utilisé les 10 700 pendant 10 ans, donc là aussi, on va pouvoir gommer le déficit foncier sur les 10 années à venir. Principe de droit commun, obligation de location pendant 3 ans dans le cadre du déficit foncier, et on est toujours en dehors des niches fiscales comme l'était la loi Malraux.
Donc, quelques exemples du déficit foncier. Donc, je vous rappelle, sur les revenus fonciers, ils sont non seulement soumis à l'impôt sur le revenu, mais en plus soumis aux contributions sociales. Donc, on va dire que quelqu'un qui a une tranche d'imposition à 30% va se retrouver réellement imposé sur ses revenus fonciers à 47%, puisqu'il va aussi adjoindre les contributions sociales. Donc, vous y voyez, par exemple, sur un investissement toujours de 250 000 avec 150 000 euros de travaux et 100 000 euros de foncier. Donc, bien sûr, l'avantage fiscal ne porte que sur la partie travaux. 150 000 euros sur 3 années de travaux. Donc, on va retrancher 50 000, 50 000, 50 000. Le principe reste le même que sur le Malraux. Sur des revenus fonciers qui vont être effacés, on va avoir 9 000 euros qui vont pouvoir s'effacer sur des revenus fonciers équivalents. Vous avez vu, on vous a mis les revenus fonciers qui sont là-haut, 5 000 euros par an. Donc, sur les 50 000 euros, on peut n'effacer que la partie qui est en positif. Et un revenu de 10 700 euros. Donc, on va avoir décalé les 30 700 euros qui vont être décalés sur les revenus fonciers à venir. Donc, vous avez le cumul qui va venir. Et donc, l'avantage fiscal, vous l'avez à la fin. Sur les revenus fonciers globaux qui ont été pris sur une tranche, on va dire à 41%, on va avoir un avantage fiscal, si on intègre l'ensemble des CSG et CRDS, de 87 000 euros. Donc, le taux de défiscalisation pour un investissement global de 250 000 euros va être de 33%. Cas particulier du monument historique. En réalité, le monument historique, c'est exactement la même chose que le déficit foncier. Vous vous souvenez de ce que je venais de vous présenter sur le déficit foncier. À la différence, et c'est notable parce que c'est peu connu, peu des clients connaissent l'avantage fiscal du monument historique, c'est que contrairement au déficit foncier où on est limité à 10 700 euros, vous allez pouvoir défalquer 100% du déficit généré par le monument historique sur les revenus, sur les autres revenus. Donc, contrairement au déficit foncier où on doit défalquer sur les revenus de même nature, sur le monument historique, je vais pouvoir aller gommer mes autres revenus. Donc, l'avantage, il est non pas sur les seuls revenus fonciers, mais sur l'ensemble des revenus globaux. Donc, 100% des travaux d'entretien et de réhabilitation sont déductibles de l'ensemble des revenus. On doit générer des recettes pendant au moins 3 ans en location nue. On verra que dans certains cas, on peut passer en location meublée, mais une obligation de le louer en nu pendant 3 ans et de le conserver pendant 15 ans. On n'a pas parlé de durée de conservation sur le déficit foncier, mais on est sur du droit commun. Donc, au bout de 3 ans, une fois qu'on a perçu l'avantage fiscal, dans l'absolu, on pourrait revendre. Possibilité d'acquérir en résidence principale ou en résidence secondaire. Dans ce cas, l'avantage fiscal, il est diminué de 50%. Et on est toujours hors plafonnement des niches fiscales. Donc, sur le monument historique, sur une acquisition de 250 000 avec 180 000 euros de travaux, sur une TNI à 41%, on va avoir toujours ce système 60 000 euros. Là, il n'y a pas de revenus fonciers qui sont à gommer. C'est l'exemple qu'on a pris. Donc, l'ensemble des 60 000 euros vont se reporter sur le revenu imposable. Donc, on va dire que le revenu imposable qui était de 200 000 euros, vous le voyez en haut à gauche, il va diminuer de 60 000 euros. Donc, on va partir sur une base taxable. On a dit que c'était une déduction du revenu imposable, donc une base taxable de 140 000 euros. Et 140 000 euros, l'avantage, c'est que l'impôt est progressif en France, donc on va diminuer la tranche complète à 41. Donc, on peut facilement calculer l'avantage fiscal, puisqu'on a enlevé de 60 000 euros sur 3 ans sur une tranche à 41. L'avantage fiscal global va être de 24 600 euros par an, multiplié par 3, 73 000 euros. Donc, l'avantage du monument historique, c'est un déficit foncier, mais qui va venir en plus impacter les autres revenus. Et surtout, on est en dehors du plafond des niches fiscales, on est en dehors, pas de limite de défiscalisation, et on a des grosses opportunités. Je vous ai dit que le Malraux était plus sur des contribuables qui vont avoir une imposition qui va être la même sur les 3 années. Là, l'avantage du monument historique, c'est qu'on peut gommer, voire complètement effacer, un revenu exceptionnel sur une année en maximisant le montant des travaux ou en maximisant le montant de l'investissement. Donc, à privilégier pour les tranches fiscales qui vont être importantes. On propose aussi, dans le cadre de nos investissements, du déficit foncier optimisé au Pinel. Alors, dans certains cas, quand on réhabilite un logement, il peut s'avérer que le logement n'a pas initialement une vocation à héberger, à être un logement d'hébergement, mais on fait, par exemple, dans le Nord, la réhabilitation d'une brasserie, d'une ancienne usine de bière, donc on brassait de la bière, qui n'était pas un logement. Donc, quand on réhabilite un logement, la partie de réhabilitation n'est pas déductible au titre du déficit foncier. Par contre, comme on est sur de la réhabilitation globale, il est éligible au titre de la loi Pinel. Donc,
on propose non seulement d'avoir l'avantage de la loi Pinel, donc je vous rappelle les avantages de la loi Pinel d'obligation 6, 9 ou 12 ans, avec un avantage fiscal qui va être de 12, 18 ou 21%, donc la même chose qu'en Pinel. Ça, c'est pour la partie réhabilitation, mais pour la partie qu'on va voir sur les parties communes et qui vont venir en déficit foncier, elle est aussi déductible du revenu. Donc, on a un double mécanisme qui permet de bénéficier totalement de l'avantage Pinel. Donc, je vous donne un exemple sur le Pinel. Donc là, on est sur un investissement de 350 000, 250 000 euros de travaux, 100 000 euros de foncier. Donc, on a dit que dans les investissements en déficit foncier ou en revenu historique, le foncier n'était pas déductible. Mais dans le cadre du Pinel, pour ceux qui ont l'habitude de vendre du Pinel, vous savez que l'enveloppe, elle est calculée sur le global de l'investissement. Donc, on va y réintégrer les travaux de transformation et le foncier, donc en une enveloppe de 200 000 euros en Pinel. 200 000 euros en Pinel, pour ceux qui ont l'habitude de vendre, à 21%, vous allez avoir l'avantage fiscal du Pinel qui va se calculer. Par contre, on a aussi 150 000 euros qui vont être du déficit foncier. Donc, soit le client a des revenus fonciers et dans ce cas-là, va pouvoir les gommer, soit il n'a pas encore de revenus fonciers. Et contrairement au Pinel où on va différer quelque part une fiscalité, on va la gommer puisque je vous rappelle que les déficits fonciers sont déductibles sur les 10 prochaines années. Donc là, on a un avantage fiscal sur une tranche à 41 plus 17,2 qui va porter l'avantage fiscal plus les 42 000 de réduction d'impôt Pinel. Au global, l'investissement de 350 000 euros pour quelqu'un qui est sur une tranche d'imposition à 41% avec des revenus fonciers va porter au global à 123 000 euros d'avantage foncier. C'est le plus puissant Pinel qu'on puisse avoir. Et je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'une réhabilitation globale, donc une livraison qui va être des standards du neuf, mais dans un cadre ancien, c'est-à-dire que des hauteurs sous plafond qui vont être complètement hors norme par rapport à ce qu'on peut connaître dans le neuf. Donc, en synthèse, sur le Pinel et le déficit foncier, donc on a tous les avantages du déficit foncier hors plafonnement de niche fiscale et tous les avantages du Pinel, c'est-à-dire qu'on va faire baisser l'impôt directement sur le montant de l'acquisition. Quelques programmes pour bien finir 2020. Alors, on est nous sur une volonté de sortir nos programmes au fil de l'eau. Donc, je vais vous parler des programmes qui sont sortis. Et puis, je vous invite surtout à prendre contact avec nos responsables commerciaux parce qu'on va avoir le gros de nos programmes qui va sortir sur début 2021. Donc, vous parlez de ce qu'on a en proposition en Malraux, donc l'hôtel de Fontenay. C'est une réhabilitation à Versailles, en plein centre-ville de Versailles, à moins de 200 mètres de la salle de prestation du serment du jeu de paume. Pour ceux qui connaissent, c'est là où ils ont tous levé la main. Un monument qui est lui-même monument historique, mais que là, on propose en loi Malraux avec une cote par travaux de 60%. Donc là aussi, tout ça est disponible sur notre site ou sur le site Altaria Partenaire. Toujours à Versailles, toujours en loi Malraux. Le passage de l'Orangerie, code par travaux 60% dans le quartier Saint-Louis pour ceux qui connaissent, là aussi à disposition sur les différents sites. Vous parlez d'un monument historique très très particulier, le château de Pontchartrain. Donc il y a une vidéo qui tourne si vous voulez aller voir. C'est la réhabilitation de l'ancien Premier ministre du château de l'ancien Premier ministre de Louis XIV. Là aussi, on l'a sorti en début d'année. Il est déjà commercialisé à 80%, il reste 20%, mais des lots d'exception. Et on a une tranche 2. Là, on a commercialisé le château cette année. On a une tranche 2 qui va sortir l'année prochaine à 25 minutes de la porte d'Auteuil à Paris. Un cadre privilégié. Compiègne, je l'ai mis, mais il est vendu complètement et on est très heureux d'être victime de notre succès. Par contre, un monument historique exceptionnel, donc toujours éligible en loi Malraux, je vais essayer de faire vite, sur le Douai, une réhabilitation d'une caserne militaire, 95% de code par travaux. C'est un produit exceptionnel qui rencontre un engouement, là aussi tout exceptionnel. Vous ne serez peut-être pas servi sur la première tranche, mais il y a une deuxième tranche qui va arriver l'année prochaine. Donc, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de Altaria Partenaire ou d'Histoire et Patrimoine pour plus de détails sur l'ensemble de nos produits.